Je me tourne vers vous, les amis, parce qu'on a peut-être on retrouve toujours Jérémy, évidemment, pour parler de Shang-Chi, mais on retrouve aussi et surtout Antoine. Antoine, est-ce que tu peux me dire comment vas-tu? Est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on s'entend? Alors nous, on t'entend très bien. Est-ce que sur le chat, on entend Antoine? Non? Ok, très bien. Désolé. Je me tourne vers toi, du coup, Cédric. Oui, moi ça va toujours. On s'entend très bien, hein, on s'entend très bien. Ouais, très bien, très bien. On va moins s'entendre dans quelques minutes, mais oui, on s'entend très bien pour l'instant. Bon, je propose qu'on passe aux festivités, les amis. Hein. C'est peut-être pas de gaieté de cœur, mais il faut bien s'amender. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est donc l'un des nouveaux personnages qui nous introduit cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Est-ce qu'on est sur un renouvellement pour le Marvel Cinematic Universe, justement, avec cette idée d'avoir des nouveaux personnages, ou est-ce que c'est une énième origin story avec un petit vernis exotique, en l'occurrence asiatique, mais sans forcément chambouler la formule? Déjà, on va vite raconter l'histoire de ce Marvel. On nous parle d'un jeune garçon, de jeune homme plutôt, parce qu'il était jeune garçon au début, mais on va parler plutôt de lui adulte. Un jeune homme qui s'appelle Sean, qui est en fait un alter ego, parce que son vrai nom c'est Shang-Chi, il cache son vrai nom. Il a quitté le domicile familial parce que son père est globalement une espèce de vilain mafieux, en plus, on reviendra dessus avec Jérémy dans pas très longtemps, et il essaye de se camoufler depuis des années, et un jour, en fait, il reçoit une carte postale de sa sœur, dont il avait perdu aussi la trace depuis plusieurs années, et donc il va partir avec son ami, pas d'enfance, mais son ami de fac, qu'il connaît maintenant depuis le lycée, depuis donc une quinzaine d'années, interprété par Awkwafina, la célèbre actrice, rappeuse, chanteuse, meilleure star de l'univers, parce que j'adore Awkwafina. C'était gratos, mais je voulais le placer. Ils vont partir en quête, en fait, pour essayer de retrouver la sœur de Shang-Chi, comprendre les origines aussi de Shang-Chi, les origines de son père, les origines de sa mère décédée, et peut-être essayer de résoudre quel est le mystère qui se cache derrière les fameux anneaux que porte son père, qui sont des espèces de bracelets magiques qui lui incarnent force, puissance et une potentielle immortalité. Donc ça c'est le pitch de base. Moi je vous avoue que je n'étais pas emballé rien qu'à la bande-annonce, parce que ça fait déjà plusieurs fois que Marvel fait le coup de, je trouve, faire une origin story très regardez, c'est nouveau, comme Black Panthers à un moment, comme Doctor Strange. Regardez, on n'a jamais vu ça, et je trouve que on a encore vu la même formule, bien que j'accorde un point intéressant, les 10 premières minutes, il y avait un côté social sur la diaspora chinoise qui était pas déplaisant, et je me suis dit, oh là, le film va vraiment traiter ça, plutôt cool, mais non, il l'abandonne très vite. Mais je reconnais l'effort du début. Jérémy, est-ce que tu as été enthousiasmé par Shang-Chi? Alors au départ, pas du tout. Les bandes annonces, pareil, m'avaient pas vendu du rêve. Mais là, on va se fight, parce que en le voyant, moi, j'ai beaucoup apprécié Shang-Chi. Alors, c'est un Marvel, il a des défauts, évidents, ce n'est qu'une origin story. Et il est un défaut, pardon. mais tu as cité Doctor Strange, et tu as raison. Doctor Strange qui était déjà un ersatz d'Iron Man. Mais moi, je trouve que tu as raison, c'est littéralement Doctor Strange, mais tout en corrigeant pas mal de ses défauts. Déjà, on a Sean / Shang-Chi, qui n'est pas un riche arrogant, mais c'est un immigrant qui ne sait pas trop quoi faire de la vie. Ça change. Quand on a un Spider-Man qui est totalement rattaché à Tony Stark, c'est cool d'avoir un héros qui soit plus autonome. Plus autonome. On a un humour que je trouve mieux dosé, qui dédramatise moins les scènes graves. Il est vrai, il est vrai. Et quand tu parles du sous-texte social, justement, d'arrivée des immigrés, etc., je trouve que c'est quelque chose qui est assez dilué tout au long du film. Alors c'est sûr que dans le dernier tiers on n'en parle plus du tout, mais ça c'est un peu l'écueil, mais quand même on a quand même déjà toujours ce qui est t'as Awkwafina qui sert de jouer comic ce rôle. Relief. Elle est quand même comic relief pas mal, mais oui, elle a ce rôle là de base. Et mais t'as aussi tout un discours assez, notamment, on va en parler du grand méchant, le père de Shang-Chi, qui je trouve
est fantastique dans le film. Il a un impact émotionnel et visuel qui est bluffant. Déjà très bien joué par Tony Leung Chiu-wai. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que toute l'émotion se passe aussi sur comment ils vont utiliser, parce que c'est un film du Marvel, blockbuster, etc., mais dont la majorité des scènes sont en chinois et pas du tout forcément en anglais. Et la plupart des scènes très émouvantes ou de discussions très intimes se passent en chinois et ça marche très très bien, je trouve. Alors oui, moi c'est pas un argument pour moi parce que je trouve que ça devrait être une base et applaudir Marvel de faire quelque chose qui me semble normal depuis des dizaines et des dizaines d'années n'est pas un exploit, mais moi mon plus gros souci c'est qu'effectivement tu as raison, Shang-Chi il est plus indépendant, il est moins dans les bottes de quelqu'un et il est moins tête à claque, je fais ce que je veux comme Strange ou Iron Man. En revanche, c'est une méduse. Ce mec ne fait pas grand-chose, il prend aucune vraie décision. Et heureusement que pour lui, qu'il y a Aquafina à côté. Non, mais c'est vrai parce que, mine de rien, si Aquafina elle est aussi cool, ce personnage, soyons clairs, j'adore Aquafina. Le rôle qu'il lui donne là, c'est littéralement ce qu'elle donne dans quasiment tous les films, que ce soit dans Jumanji, que ce soit dans les séries dans lesquelles elle a joué, que ce soit même dans des trucs comme j'ai oublié le film, pas The Happiness, bref, un film qu'elle avait fait l'année dernière qui était fabuleux sur le deuil. Elle joue littéralement Aquafina, donc moi je suis très content de la retrouver. J'ai complètement oublié son nom, je crois que c'est Cathy de mémoire, non, c'est pas ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais si elle n'était pas là, mais Shang-Chi, je lui aurais foutu des tartes tout le temps. Il prend quasiment aucune décision lui-même. Tout le monde est toujours en train un peu de lui sauver la mise dans le sens sa sœur est derrière lui, Cathy est derrière lui, même certains autres personnages qui apparaissent et disparaissent mystérieusement sont derrière lui. Ça me semble compliqué de faire vivre un personnage qui a aussi peu de motivation et je comprends ce que dit Ktuktu, pardon, j'ai oublié ton nom pendant 2 secondes, donc ça va être Ktuktu. C'est le collègue du monde, incroyable. Oui, parce que je suis énervé, donc forcément. Mais attends, j'ai pas sorti ma boîte secrète, attends. Oui, comme disait Jérémy, je comprends que c'est un personnage qui est dans la recherche de la famille, qui est dans la recherche d'une identité, et donc qu'il est perdu. Mais je trouve que c'est trop compliqué d'en même temps faire ça, en même temps d'en faire un super-héros qui n'est pas spécialement super en plus, et en même temps d'en faire un film d'action qui doit être lié encore une fois aux événements passés et futurs du MCU. Ça me semble très compliqué. Et du coup, ce sont des archétypes vivants ou justement des clichés un peu mal gérés? Et là aussi, moi je trouve très rapidement que ce sont quand même beaucoup des clichés. Tony Leung, effectivement, fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux en termes de prestance, mais il reste quand même un peu clicheton dans le côté du daron qui, pour des raisons nobles, c'est devenu un sale con. Résumons-le comme ça, parce qu'il a des vraies motivations. Par rapport à d'autres méchants qui n'en ont aucune, il a une vraie motivation intéressante, mais je trouve pas bien dealé et pas bien géré. Et je te laisse la parole, je finis juste sur les persos. J'ai parlé de Shang-Chi, j'ai parlé de Cathy. Je trouve mention spéciale du caca pour le village caché. J'en dis pas plus, mais ou alors eux, ils sont inutiles as fuck. Aucun n'existe vraiment. À un moment, Aquafina va prendre des leçons de tir à l'arc avec un mec. Ils essayent de créer un lien avec lui, mais aucune émotion, aucune explication. Enfin, genre, et en plus, toi, t'as le don du tir à l'arc. Alors, vas-y, on fait du tir à l'arc ensemble. Enfin, mais d'où ça sort ce truc? Et ils essayent de créer une relation père-fille avec ce gars. Moi, c'était la honte totale. C'est plus un PNJ, on va dire. Ouais. Jérémy, du coup, qu'as-tu pensé des PNJ? Non, allez, qu'as-tu pensé Alors, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi sur les personnages. Je pense notamment à la sœur, qui est peut-être ma plus grosse déception. Qui est un perso qui est très stylé. Je te le laisse. Non, mais qui est au départ présenté comme un perso très gris. En plus, voilà, c'est son histoire. Elle est abandonnée par Shang-Chi quand elle est enfant, parce qu'il lui avait promis de venir la chercher et au final, il le fait pas. Et qu'elle a dû se débrouiller toute seule, tout en restant toujours dans l'ombre de son père et totalement absente. Et je crois que ma plus grosse déception, c'est qu'en fait, elle n'a jamais aucune confrontation avec son père. Elle reste du début jusqu'à la fin transparente pour son père. Alors, c'est cool, Marvel, vous voulez faire des personnages féminins forts, qui sont indépendants, etc. C'est une très bonne chose. Mais donnez-leur un vrai arc narratif. Donnez-leur quelque chose à faire. Donnez-leur des enjeux, parce que c'est très triste. Son personnage, au final, ne sert pas à grand-chose, à part peut-être pour teaser un prochain film, alors qu'il est très cool.
enfin qu'il aurait pu être très cool. Il y a voilà, non, mais je suis pas d'accord par rapport au père. Par contre, moi, pour moi, ça, enfin, justement, c'est tout, dans le Marvel, dans le MCU, c'est toujours des daddy issues dans beaucoup des films. Mais là, je trouve que du début jusqu'à la fin, on n'a pas un perso qui, d'un coup, devient méchant. Ah non, ça clairement non. N'a plus aucun sentiment. Tu vois, par exemple, je pense notamment au premier Iron Man. T'as son père de Jebedia là, oui. C'est ça, ouais. Obedia, ouais. Obedia qui d'un coup qui passe de Webedia carrément. Ouais, voilà, c'est Webedia. Et qui passe vraiment d'un coup de mec très chaleureux, très attentif à gros connard. Là, jusqu'au bout, on sait, même quand il a sacrifié des tonnes de ninja no-name pour récupérer ses enfants. La première fois que Shang-Chi revoit son père après 10 ans, c'est une scène ultra moi je trouve que ça marche pas émotionnellement, je trouve que ça marche pas et je peux t'accorder effectivement qu'il est mieux écrit, mais je trouve que Webedia non, je me dis Webedia à cause de Karel. Je trouve que Webedia, tout cliché qu'il est, ça me semble un cliché correct de faire croire qu'il est gentil alors qu'en fait il n'aime pas du tout Tony depuis le début, tu vois. D'accord, c'est un cliché de cinéma, mais le personnage me semble plus logique de feindre l'amour pour révéler un moment, abattre ses cartes et dire je suis un full connard. Là, ce qui me pose un problème, c'est que ça n'a pas spécialement de sens que ce mec, il recherche un amour familial, il recherche un amour perdu. On va être full spoil, je pense, pour aller à fond dans le délire, mais il veut trouver un moyen de ressusciter sa mère, la mère de Shang-Chi et de sa sœur. Oui, la mère de Shang-Chi et de sa sœur. Il cherche un moyen de la ressusciter par tous les moyens. Mais il essaie de retrouver ce noyau familial, mais il laisse partir ses enfants. À un moment, il dit « Non, mais je sais où étaient mes enfants pendant 10 ans. » Je fais « D'accord, donc tu as laissé ta fille devenir dirigeante d'un marché noir et Shang-Chi, tu l'as laissé devenir voiturier, vaisselier. » Et du coup, il leur fait des leçons de morale et en même temps, il dit qu'il les aime. Enfin, moi, je trouve que je vois l'intention, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord que Tony Leung, heureusement, il a la prestance de le jouer, quoi. C'est un mec qui a vécu plus de 1000 ans. Donc, laisser 10 ans à ses enfants, sachant qu'ils pourront sûrement, enfin, s'il pour lui, le temps est beaucoup plus relatif. Ça aussi, c'est un autre souci, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on a l'impression de voir un personnage millénaire. On a l'impression de voir Oncle Dudu qui sort du Lidl. Là, c'est compliqué, moi, des fois. Quand il est avec ses ninjas de l'ombre, là, les no-name ninjas, je trouve effectivement compliqué. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, peut-être que pour lui, 10 ans, c'est un claquement de doigts. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares trucs que j'ai trouvé malin. À un moment, au détour d'un dialogue, il y a un vieillard qui lui parle et lui dit « Écoute, jeune homme, tu vas la fermer et faire ce que je te dis. » Et je me suis dit « Ok, si tout le personnage avait été écrit avec cette prestance, genre j'ai vécu plus longtemps que vous tous, je connais la vie, donc fermez-la », ça l'aurait fait, mais là je trouve que ça marche moyennement. Mais il y a de ça dans la scène de repas. D'ailleurs, je trouve ça brillant d'avoir fait une scène de repas dans le MCU, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure scène de famille que de manger et d'avoir des discussions qui parfois sont un peu gênantes. Et quand justement ils sont là tous réunis en train de manger et il est en train de raconter un peu déjà tout le plot d'Iron Man 3 et d'expliquer qu'il a eu différents noms, il contrôle le monde en quelque sorte depuis des millénaires et qu'au final il fait une belle critique des États-Unis et du fait qu'ils ont littéralement peur d'un canard au mandarin. Ça c'est vrai, mais je te coupe juste sur ça. Moi c'est pas le problème qu'ils le disent. Moi le problème c'est qu'il faudrait le montrer. Je trouve pas qu'il a la prestance visuelle, à part le fait que c'est Tony Leung et que Tony Leung pète la classe. Il est dans un mur de pierre avec 3 cahutes et une toilette et des ninjas, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que la dimension du personnage vient davantage d'une appréciation de l'acteur que d'un vrai effort d'écriture ou d'iconisation, quoi. Juste que comme le dit Jérémy et moi depuis tout à l'heure, on dit à chaque fois on a dit ça, un personnage a dit ci, et c'est bien de le dire, mais faut le montrer. Moi je le ressens pas, et la seule moment où je le ressens, c'est dans les combats, enfin dans les effets qui sont faits des anneaux, parce que pour moi, si je dois sauver un truc des combats, parce que on va en parler des combats là, je les trouve honteux, mais il n'y a pas d'autre mot. Mais à toute honte, il y a quand même des fois un petit sparkle sur la honte, et je trouve que les anneaux, c'est pas trop mal. Il y a des fois c'est bouilli de pixels et je comprends rien, mais il y a des fois des trucs, c'est plutôt intelligemment pensé. Quand il arrive au début face à une armée, je me dis ok, je comprends pourquoi ce mec est fort. En tout cas, pourquoi un seul mec peut tuer une armée avec ses anneaux magiques.
à quelques moments, on le voit par exemple s'envoler, en tout cas plutôt. En fait, c'est des anneaux qui ont en fait un pouvoir kinétique, pour faire très simple. Et des fois, il les balance contre la terre pour s'envoler. Et au moment d'arriver, il les remet une dernière fois pour décélérer d'un coup. Et c'est 2-3 trucs comme ça, j'ai fait ok, c'est plutôt malin, ok, ça marche plutôt bien. Mais ça s'arrête là. Parce que pour moi, là, c'est le plus grand point de désaccord. Je sais que Gabin dans le chat n'est pas d'accord avec moi. Je sais que Jérémy va le dire après, il n'est pas d'accord avec moi. Je sais que Paul, que nous n'entendons pas, j'en ai parlé avec lui, et à la bande-annonce, il était d'accord avec moi. Les combats sont juste honteux parce que les combats Marvel, ça n'a jamais été ça, hein, soyons honnêtes. C'est toujours des plans rapprochés. On cut juste avant qu'un coup soit porté pour montrer, pour faire croire qu'il y a eu un coup, mais on sait que les acteurs savent pas te battre et qu'il y a des cascadeurs. Et ça va très très vite. Et surtout, c'est cadré souvent niveau taille, voire niveau poitrine. Donc on voit pas trop l'action. Là, on est sur un film asiatique, entre guillemets, qui parle de la culture asiatique et qui, de ce que j'entendais des critiques, avant de voir le film, ils me disaient « Ah là là, on ressent tous les combats, on a l'impression de voir de Tsui-Hark ». Je pense que ceux qui ont dit ça n'ont pas vu beaucoup de films de Tsui-Hark ou même des combats à la Jackie Chan ou à la Bruce Lee, parce que l'un des trucs du combat hongkongais ou du combat dans les films d'arts martiaux, c'est d'avoir des plans entiers où on voit les personnages longtemps et on les voit se donner des coups. Et la nuance que j'apporterais à Shang-Chi, et là où je trouve que les mecs de Marvel et les réalisateurs ont été malins, c'est qu'au lieu de faire des combats dont les plans durent 3 secondes très près, ils ont un peu éloigné la cam et les plans durent 5 à 8 secondes au-delà des 3 secondes. Ce qui fait qu'au lieu de voir un coup donné, cut, on voit le mec prendre le coup et à peine. Là, on a le temps de voir, par exemple, quelques échanges de coups de bras. Et donc, ça fait impressionnant. Mais c'est pour moi une espèce de poudre aux yeux parce qu'on les voit pas vraiment se battre. Et vous remarquerez, en fait, qu'à chaque fois, quand ils donnent des vrais coups, il y a quand même des cuts qui sont donnés. Il y a quand même, des fois, des moments, plein de moments dans l'ombre, des moments où ils sont mis en plan poitrine. Et c'est pas vivant. Ça reste du MCU qui a essayé un peu d'assouplir sa formule, qu'ils entendent que les reproches que les gens donnent souvent, parce qu'ils ont dit faut pas se louper sur les combats, là on a des martialistes, des machins, et Tony Leung, c'est décevant quand même, moi je trouve, à part ses anneaux magiques. Avant de passer à la question de l'hommage rendu au film de Kung Fu, on a déjà donné quelques éléments de réponse, peut-être pas besoin de trop s'attarder dessus, mais Jérémy, est-ce que du coup tu partages la perplexité de Cédric, ou est-ce que justement pour toi c'était peut-être un peu plus vivifiant? Vas-y Jérémy, défonce-moi. Pour moi ça fonctionne bien, mais pour le coup je suis d'accord avec toi. On voit qu'ils essayent de copier des combats d'arts martiaux, etc. Ils font leur max. Et parfois, pour moi ça fonctionne, mais c'est sûr que comparé à d'autres films, je pense notamment à la scène sur les échafauds. C'est celle que je trouve la pire, mais ouais. Mais moi aussi je suis d'accord, elle est vraiment pas ouf. Et justement, tu as parlé de Jackie Chan. Je pense que moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à du Jackie Chan, ils auraient pu tellement s'amuser là-dessus, et ils font pas grand chose. On a très peu de tension là-bas. Ils utilisent très peu leur décor, mais parce que tout est fait sur fond vert. T'as Shang-Chi, l'acteur de Shang-Chi, il a littéralement 3 doublures pour faire ses cascades. Ça marche pas. Et ouais, les anneaux sont très impressionnants, mais en général ça fonctionne. Mais si on s'y concentre un peu, et si on a l'œil aguerri, ce qui n'est pas forcément mon cas, donc voilà, moi ça passe. Mais voilà, petite mention spéciale quand même, voilà, pour les FX, le dragon, parce qu'il y a un dragon, est plutôt stylé, je trouve. Ah putain, je trouve horrible. Merde, on n'est pas d'accord. Moi, je trouve ça va. Franchement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, je trouve que ça a bien marché. Mais je pense que déjà, en fait, j'ai vu des fenards et des Goopix d'Alola. J'étais littéralement subjugué, tu vois. Et puis les lions, enfin les chiens lions qui apparaissent, moi, ils m'ont... C'est même pas qu'ils m'ont bluffé, parce que tu vois que c'est des FX, mais... Ah non, ils sont horribles. Moi, je les ai kiffés. Moi, j'ai trouvé horrible. Ma copine, je me souviens, dans le cinéma, elle l'a regardé, elle m'a fait « Putain, mais les FX sont déjà vieux. On les regarde et on a l'impression que c'est dépassé. Ça manque de texture tout le temps. Le design, pourquoi pas, à la limite, sur le côté du design, je veux bien t'entendre, le dragon, mais la texture, j'ai l'impression de voir de la texture PS3. Allez, PS4, je vais être gentil, mais c'est Marvel, quoi. C'est encore une fois, c'est Lucasfilm. Enfin, c'est quand même les plus grands en termes d'effets spéciaux, et ils l'ont déjà prouvé dans certains films du MCU en plus. Hein. Là, c'est ça le pire, parce que t'as des trucs qui marchent bien. Ah bah ouais, mais c'est problématique, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas dealer tes effets spéciaux en fonction de ton héros, parce que là, compliqué. Non, mais c'est comme Black Panther qui avait des FX pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir.
Et c'est ça, quoi. c'est décevant, mais dans le film, en tout cas pour moi, ça fonctionne et ça m'a quand même beaucoup plu. Mais en plus, tu marques un point. C'est que effectivement, là, je vois dans le chat beaucoup de gens disent mais c'est plutôt pas mal, mais il y a des effets ragdoll. Effectivement, en plus, on l'a pas dit, mais il y a beaucoup d'effets de ragdoll. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont collé le visage de l'acteur sur des marionnettes 3D. Ça se sent beaucoup. La séquence du bus au début, c'est pas possible. La fin avec les dragons, c'est pas possible. Enfin, moi, je me dis à chaque fois. Mais je regarde un film Marvel, je regarde les films les plus vus au monde, les plus chers de l'histoire du cinéma actuellement. Et ces mecs-là, ils font des trucs que. À côté, je vais être méchant, mais le Spider-Man de Sam Raimi, il a 20 ans et les effets spéciaux, il y en a encore des très corrects pour l'époque, quoi. Il y en a qui ont vieilli, clairement. Le film a 20 ans, mais il y a des trucs qui se regardent encore et tu te dis, putain, c'est mieux là-dedans que dans un film qui vient de sortir, quoi. Alors, donc, compliqué. De la qualité des effets spéciaux de Spider-Man 3, de la réactualisation des visuels de Spider-Man pour une prochaine critique. Je propose qu'on se recentre un peu sur Shang-Chi. L'un des points que tu avais voulu mettre en avant, c'était justement l'hommage au film de Kung Fu, et on va peut-être aborder ça de manière croisée. C'est finalement, est-ce que c'est cette tentative de faire venir le Kung Fu chez Marvel, est-ce qu'elle est réussie? Et d'autre part, est-ce que ça permet au MCU de se relancer aussi? Est-ce que ça ouvre des nouvelles pistes? Est-ce que finalement, les deux se marient plutôt bien, ou est-ce que ces deux enjeux se court-circuitent? Non, moi je vais répondre tout de suite. Je pense que non. Je pense que ça aurait pu le faire. Ça aurait pu très bien marcher parce qu'on peut très bien mixer des genres. Matrix nous l'a prouvé il y a plus de 20 ans et plein de films continuent à le prouver encore maintenant. Tarantino, enfin bref, il y a plein d'exemples où ça marche, le mixage. Là, pour moi, ça marche pas parce que je trouve que Shang-Chi, à l'instar de tout le MCU, de toutes les productions Disney live en général et même certains dessins animés, il y a une dévitalisation complète en fait des propos donnés. On pourrait faire un film hommage. Je disais à un moment, j'ai vu quelqu'un dire oui, est-ce que ce que j'ai dit sur la diaspora, le contexte de la diaspora chinoise au début du film, est-ce que c'est pas juste fermer les yeux sur le fait que il y a des trucs pas fous, donc je dirais que oui, effectivement, je ferme les yeux sur ça pour une fois parce que sinon j'aurais rien à sauver de ce genre de film parce que c'est des films qui n'ont rien compris aux films de kung-fu et aux films asiatiques, qui essayent de draguer une communauté, qui essayent de faire croire qu'ils sont l'ami de ces gens-là, l'ami, genre en mode on comprend vos références. Je trouve qu'ils les comprennent pas vraiment. Ça se verrait déjà rien que dans les combats, on va pas revenir dessus, mais enfin, quand tu vois que les grandes figures du film de Kung Fu, que sont par exemple Bruce Lee ou Jackie Chan, encore une fois pour les nommer, ont des trucs qui ont été périns dans le temps et qui ont une influence et un héritage, je me demande vraiment très honnêtement qui peut être influencé en termes d'héritage artistique et culturel en regardant Shang-Chi. Et ça veut pas dire est-ce que le film est bien ou pas bien, là je parle vraiment juste de qu'est-ce que ça nous donne en termes d'ouverture sur un univers qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir découvert l'univers du film d'action hongkongais avec eux. J'ai l'impression d'avoir vu un Marvel sauce mandarin, pour le coup, il le disait bien. Hein. On a peur d'un poulet à l'orange, mais c'est un peu ça qui se passe. Je me dis, ouais, je vois un poulet à l'orange, je vois pas un vrai truc chinois. Et c'était déjà le cas avec des productions comme les Rush Hour, surtout Rush Hour 2 qui se passait à Hong Kong, mais ça passait encore un peu parce que Jackie Chan pouvait faire quelques cascades, parce qu'il y avait un peu de comic relief d'un personnage qui découvre un univers qui n'est pas le sien. Là, c'est des personnages, ils n'ont aucune tangibilité. Je donne un exemple un peu qui sort un peu du contexte de Hong Kong, mais où je trouve que c'est pas écrit comme une unité et comme un ensemble. À un moment, il y a le personnage d'Aquafina, donc Katie, qui voit une carte faite avec de la flotte. Et donc, ils mettent un truc dans un mur et ça fait une carte 3D avec de l'eau magique. Et elle a l'air d'être incroyablement dépassée par tout ce qu'elle vient de voir. Et je me dis, mais attends, t'es dans un univers où la moitié du monde est parti. Il y a des aliens, il y a des demi-dieux. Enfin, t'as Thor qui fait signer des dédicaces à Malibu. Mais t'es en train de péter un plomb parce qu'il y a une espèce de monstre qui a deux culs et une porte en eau, quoi. Je trouve pas ça crédible une seule seconde et j'arrive pas à croire à cet univers. Je le dis souvent, le MCU, j'ai du mal à y croire. Et là, j'ai du mal à croire à cet univers hongkongais. Et là où je pouvais bien l'entendre à la limite sur Black Panther, parce que ça essayait vraiment de puiser dans des racines, de le recontextualiser. Là, non, parce que le personnage n'a même pas de racines. Vu qu'il a fui carrément pour vivre aux États-Unis, il rejette une culture qui va plus ou moins accepter à la fin, mais j'ai rien découvert de plus. Oui, et puis tu avais aussi la cartouche avec le Wakanda, qui était un pays isolationniste et du coup qui ne se renseignait pas peut-être sur les affaires du monde et du coup qui ne permettait pas au monde
de savoir ce qui se déroulait, ce qu'il en était peut-être, personnel, quoi. Oui, si on doit intellectualiser un peu le MCU, oui, je pense que oui, et là, c'est pas ce qui se passe. Alors, c'est pas ce que le film veut traiter, mais du coup, le film peut pas tout être. En fait, il peut pas traiter un daddy issues et en même temps être une porte d'entrée sur le film de Hong Kong et un film de super-héros. Et on n'a même pas parlé des références ultra poussives au reste du MCU. Hashtag Wong, je sais pas, Jérémy. Ah ouais, vas-y, je te laisse parler de ça, toi. Ouais, moi, j'aime beaucoup le MCU et justement dans tout ce traitement des références, mais alors on a un combat entre Wong de Doctor Strange et l'Abomination, et bordel, je l'ai même pas reconnu. Mais moi non plus. Alors il a été redesigné, ce qui est un très bon redesign, mais en vrai, en fait, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être n'importe qui. Et puis en plus ils essayent de faire une petite blague comme quoi ils font ça régulièrement, que Wong et l'Abomination sont devenus potes. Enfin, ça me sortit du film, mais complètement. D'un côté, c'est ça le problème avec le MCU, c'est que on a un univers où on côtoie l'espace, toutes les dimensions, et en même temps du thriller politique, et en même temps un truc hard SF de ouf. Moi, je pense que les gens du storytelling, ils doivent se tirer les cheveux pour essayer de trouver une cohérence là-dedans qui parfois fonctionne. Je trouve dans Infinity War et Endgame, ça se mélange parfois difficilement, mais ça peut marcher. Là, pas du tout. Et surtout, en plus, la fin, dans la scène post-générique, gros spoiler, mais il n'y a pas non plus grand-chose, c'est juste l'homme le plus intelligent de la Terre, Banner, la femme qui s'y connaît le mieux dans tout l'univers, Captain Marvel, et Wong, le magicien le plus puissant après Doctor Strange, puisque lui, il était beaucoup trop cher pour rentrer dans le film. C'est ça, exactement. Ils sont là et disent je sais pas c'est quoi ces anneaux, allez voir le prochain film avec les Éternels, peut-être que ce sera lié, mais la scène elle est là, et en vrai comme un teasing ça fonctionne pas mal. Mais non, moi vas-y, je crois, mais non, mais c'est pareil, ça sort du film en fait, on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop ce que ça fout là, et j'aurais limite préféré vraiment que ça reste un film dans le MCU, mais qui se concentre vraiment sur ses personnages, sur son histoire, parce qu'il y avait déjà tellement de matière, comme tu l'as dit, à traiter, que c'est un gros film, quoi. C'est un truc. Au moins, on peut lui comment dire, on peut au moins être j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Au moins lui valoir que il a essayé de garder toutes ses références juste pour la fin, et aussi cette petite scène qui peut-être qu'on la retire et puis elle compte pas. Peut-être, mais ça me semble compliqué. Moi, je finirai sur ça. Ça me semble compliqué, cette scène de fin. Même la scène avec Wong en plein milieu qui sort un peu comme un cheveu sur la soupe, mais la fin, elle me semble très compliquée, parce que d'un coup, tout le monde découvre que ces anneaux existent. Alors, ils essayent de sortir une bêtise, genre non, mais ils n'avaient pas été activés depuis longtemps. Là, je fais c'est bon, mon cul, à un moment, ça va. Le mec, il a 1000 ans et c'est Gengis Khan, et personne n'a entendu parler de lui dans aucun livre. Et vous êtes effectivement les mecs les plus puissants, les plus forts. Vous avez vaincu tous les trucs. Vous avez jamais entendu parler de ces anneaux à la con avant ce film-là. Et cette scène ne sert surtout qu'à introduire nos deux personnages, parce qu'à un moment, c'est littéralement dit genre bienvenue dans le vrai monde, bienvenue dans l'équipe et tout. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe là, attendez, vous pouvez pas leur dire ça. Et en plus, Cathy rejoint les héros, elle a aucun pouvoir, elle s'est tirée à l'arc. Mais tu vas au parc social de tir à l'arc. Ouais, bah oui, en plus, non, mais elle tire pas à l'arc comme Hawkeye. Hawkeye, il a limite un don. Elle a appris l'arc pendant le film avec l'autre vieux. Ils ont eu un arc narratif de 2 minutes. Elle a tué ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est Aquafina. Bordel, c'est Aquafina. Ouais, je veux pas avoir ça. Je suis content qu'elle rentre dans le truc et que ce soit pas juste Shang-Chi qui soit dans la board. Oui, je suis content moi aussi, mais elle a aucune raison de l'être. Tu vois, elle est pour rien. C'est pas grave, elle est là. Et tant mieux. Ok, restons sur ça. Restons sur ça. Restons sur. Il y avait Aquafina. On est heureux. Voilà. C'est le mot de la fin. Du coup, je suis quand même assez content, parce que là, finalement, on a eu, ce qui s'annonçait être une grosse baston. Finalement, vous avez été réconciliés sur l'hôtel d'Aquafina, donc pourquoi pas, hein, écoutez, c'est plutôt cool.